Ça m'intéresse de savoir quand t'écris, t'as jamais de page blanche. Quand j'écris, non. Quand j'écris pas, oui. Quand t'écris pas, oui, d'accord, oui, c'est normal. Alors oui, c'est bien ma question. Donc bonjour Claire, Bonjour merci Lionel. d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast qui parle création artistique. Et ton domaine, enfin l'un de tes domaines, on va dire, c'est l'écriture. Donc on va parler écriture aujourd'hui. Et le mieux pour l'instant, pour commencer ce podcast, c'est que tu te présentes dans tes différentes activités. Voilà. Souvent la question avec laquelle on commence. Et tout à fait. C'est rien Podcast, d'original vidéo, dans cette présentation. Mais... Ouais. Alors que je me présente, eh bien, dans mes activités, il y a plusieurs activités. Effectivement, l'écriture, c'est peut-être l'activité principale. En tout cas, c'est celle qui m'occupe le plus depuis pas mal d'années déjà. Sous deux aspects différents. Alors, j'anime des ateliers d'écriture. Ça, c'est mon activité professionnelle à temps plein depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et puis, la pratique de l'écriture, ma pratique personnelle aussi, qui existe depuis... j'aime bien dire des fois que je devais écrire déjà dans le ventre de ma mère, hein, et que ça l'a chatouillé sur Vraiment, ouais. Vraiment. Parce que j'ai l'impression d'avoir toujours écrit, en fait. J'ai l'impression d'avoir écrit depuis que je sais écrire, depuis que je suis enfant. Okay. Alors après, c'est une pratique qui a été très en dents de scie dans le courant de ma vie, que j'ai abandonnée complètement même à certains moments. Et assez récemment d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je reviens à ma pratique de l'écriture, ça fait un petit peu plus d'1 an seulement. D'accord. Donc Okay. c'est quelque chose d'assez récent, mais c'est vrai que le fait de faire écrire les autres m'a fait mettre de côté en fait ma propre écriture, mon propre univers, comme si pour moi c'était pas possible d'être à la fois dans l'écriture des autres, présente à l'écriture des autres et présente à ma propre écriture. Il y a eu un truc un peu comme ça, j'ai l'impression. C'est en train de changer. On va parler de créativité et je pense que c'est vraiment lié à ce que c'est peut-être pour moi au final la créativité. Donc c'est vrai que ta proposition là, elle tombe à un moment où je suis aussi en pleine réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est la créativité? D'où ça vient? Comment on s'en empare ou pas à un moment donné. Je suis aussi très intéressée depuis pas mal d'années, mais beaucoup plus ces derniers temps par tout ce qui touche aux plantes. Donc le lien au vivant de manière générale, c'est quelque chose vraiment qui prend de plus en plus de place dans ma vie, dans ce que j'ai envie de transmettre. C'est vraiment drôle aussi ce petit clin d'œil quand tu m'as proposé qu'on se rencontre ici, dans ce lieu qui s'appelle Les Vivants. Si je devais aussi me présenter, je dirais ça, que je suis une vivante en fait d'abord. Avant le passage atelier d'écriture, toi personnellement, c'était quoi comme type d'écriture et comment, voilà, dans quelles conditions tu créais à ce moment-là? Pour vraiment faire l'histoire depuis le départ, mes premiers souvenirs d'écriture, j'étais gamine, hein. Okay. Des petits poèmes que j'écrivais, puis des textes aussi, un petit peu sur l'air du temps. J'ai l'impression quand j'étais ado, j'écrivais un peu des choses comme ça. Je me souviens que en cours de musique, notre professeur de musique nous avait demandé au collège d'écrire un texte. Alors tous les élèves de la classe avaient écrit un texte, puis on avait choisi un texte pour le mettre en musique. D'accord. Et c'est mon texte qui avait été choisi à l'époque. Donc voilà, super fier alors. Voilà, tu es musicien lyonnais et compositeur. Donc voilà, c'était ma seule vraiment expérience plutôt musicale liée à l'écriture. Après voilà, ça j'ai envie de dire, c'était de l'écriture enfantine, adolescente. Évidemment, mon écriture, elle se fonde là. Ma pratique d'écriture adulte, à un moment donné, ça évolue et ça devient une vraie pratique d'écriture créatrice. Elle arrive évidemment plus tard, avec à ce moment-là les textes que j'ai écrits, c'est plutôt des choses assez courtes en général, donc c'est de la nouvelle, c'est du texte court.
Ou alors des choses. Moi, j'aime bien me donner un petit peu aussi des cadres d'écriture. Alors c'est vrai que quand on anime des ateliers, ben on donne des contraintes, on monte des dispositifs d'écriture. Moi, j'aime bien aussi pour moi me donner des dispositifs d'écriture qui voilà, qui vont me permettre, qui vont favoriser la création. J'ai travaillé par exemple avec une amie illustratrice qui pendant une année a croqué des passants à Besançon. Donc elle a tout un stock de dessins comme ça de passants qu'elle a dessinés. C'est vraiment des croquis. Et moi j'ai écrit un texte pour une trentaine de passants, un texte qui fait 2 pages à peu près, qui raconte une histoire. Mais au fil de chaque passant, il va se passer des choses et j'ai toujours du mal à définir mon style d'écriture et bon, quand c'est une nouvelle, je peux dire que c'est une nouvelle, mais sinon, j'écris pas du roman, j'écris des trucs un peu bizarres, en fait. Ça rentre pas dans des cases. Un petit peu bizarre, c'est quoi un petit peu bizarre pour toi? Eh ben, c'est pas, j'ai du mal à catégoriser, en fait, ce que j'écris. Mais t'as ton sujet, enfin, ton univers, en fait, Mm. c'est quoi? C'est plus centré sur le quotidien, les personnes? Alors, c'est des personnes souvent, ça a été souvent ça. Avant la coupure, en fait. Tu sais, je te disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu ce moment-là où j'ai arrêté d'écrire. Tu peux boire ton café, hein, t'as le droit. Ouais, ouais. Avant d'arrêter d'écrire, c'était effectivement plutôt des histoires de personnages. Alors, pas plutôt de la fiction, hein, pas du tout. Même si dans la fiction, il y a toujours une part de réel, je pense. Ouais. Ça, vraiment, ça se mélange tout le temps, tout ça. Des personnages toujours un petit peu décalés à la marge, comme c'est ça qui m'intéresse, je dirais, c'est un peu plus la marge, et puis ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve, ce que ça peut ouvrir comme perspective, d'être à la marge, de vivre à la marge, de s'y sentir. En général, t'es collé au réel ou c'est quelque chose d'imaginaire systématiquement, ou c'est des choses que t'inventes toi en partant d'une base réelle, ou ça peut être quoi? Il y a un terme que j'aime bien qui me correspond sûrement pas parce que je suis pas à ce point-là, mais le réalisme magique, ça c'est quelque chose qui me parle. Et dans ce que j'écris, il y a toujours un petit peu ça en fait, en arrière-plan. Ouais, il y a souvent un petit peu de mystère ou de magie, pas forcément beaucoup, mais pas dans du réel. C'est du réel avec une pointe d'imaginaire. J'ai repris l'écriture depuis un an et demi, notamment parce qu'on m'a sollicité, en fait. Il a fallu qu'on me sollicite pour que je me remette à écrire. Et là, quand tu dis on t'a sollicité, c'est alors là, c'est dans le cadre de l'association Les Plans de Compagnie, du coup, dont je fais partie, qui m'a demandé si je voulais bien m'occuper de la feuille des plans de campagne, en fait, qui était une petite feuille de 2 pages à peu près qui paraissait avant, qui était un petit peu en déshérence, en fait, plus personne ne s'en occupait au sein de l'association. Du coup, moi, j'ai accepté en fait tout de suite. C'est devenu une revue, ça fait 20 pages maintenant, donc c'est quelque chose qui paraît 4 fois par an. Décris-moi un peu plus ce que c'est que cette recherche sur les plantes. Ouais. Je crois qu'au départ, ça a été une recherche de connaissances, effectivement, et puis de liens aussi. Je crois que j'avais vraiment besoin de recréer du lien. Ça a restimulé la créativité. En tout cas, ma créativité au niveau de l'écriture. Parce que j'ai jamais laissé tomber la créativité, par contre. J'ai mis de côté ma propre écriture, mais la créativité a toujours été très, très présente dans mon métier d'animatrice d'atelier d'écriture. Puisque Alors, sous quelle forme elle était sur la création de propositions d'écriture. Ok, ouais. Ça, c'est une grosse partie de mon travail, en fait. J'ai des ateliers d'écriture hebdomadaires avec des personnes qui viennent sur ces ateliers depuis des années. Donc, il faut se renouveler tout le temps, en fait. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est parce que l'acte créatif d'un artiste face à son matériau, on peut assez facilement imaginer le lien qu'il a avec son matériau et qu'est-ce qu'il en fait, que ce soit un peintre, que ce soit
Par contre, l'acte créatif dans un atelier, quel qu'il soit, où t'es là aussi pour transmettre, ou en tout cas pour mettre à l'aise aussi la personne par rapport à ça. Donc en quoi il y a de la création là-dedans? Voilà. Je pense que la créativité, elle est déjà présente chez les personnes qui viennent participer à l'atelier d'écriture. Moi, ma proposition d'écriture, elle vise à la faciliter, à la faire émerger. Donc, une proposition d'écriture, c'est quelque chose qui doit être suffisamment large pour pouvoir permettre la créativité de chaque personne, qui est différente, évidemment, à chaque fois. Mais elle doit être quand même suffisamment précise pour qu'on puisse s'engager, en fait. Donc, il faut à la fois cet espace assez large, mais aussi précis, pour que ça fasse pas trop peur. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, allez, bah vas-y, écris, et même si je dis juste, bah tiens, tu vas écrire maintenant sur le thème du voyage, c'est trop vertigineux, en fait. Il y a trop d'espace ouvert. Donc, il va falloir que la proposition, elle soit un petit peu plus précise pour qu'elle aille chercher, pour que chaque personne puisse aller chercher qu'est-ce que la proposition lui évoque. Et puis, à partir de ça, on va pouvoir s'éloigner de la proposition que je fais. Mais elle est là réellement au début quand même pour permettre l'émergence de la créativité de chaque personne. Et... Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand le sujet est trop large, tu dis que ça fait peur. Après, certains peuvent y voir au contraire un espace de liberté plus grand. Enfin, le fait de pas fixer. Alors, ça veut dire quoi que les gens ont peur de prendre cette liberté parce qu'ils sont là pas assez, ils se sentent pas légitimes pour écrire sur ce sujet qui est trop large ou. Parfois, oui, mais pas toujours. Alors, on dit de l'atelier d'écriture que c'est la liberté dans la contrainte. Ouais. Justement. Ouais. Et que c'est la contrainte qui permet la liberté. Sachant que la contrainte, on peut la contourner à n'importe quel moment. On peut la contourner. La consigne que je propose, on peut complètement en faire autre chose, en fait. Et il n'y a jamais de hors-sujet. Simplement, et c'est là où, il y a un petit côté quand même assez fantastique, je trouve, de l'atelier d'écriture, c'est que tout le monde écrit, il n'y a jamais de panne, en fait. On se retrouve pas devant la page blanche, comme on peut parfois se retrouver à la maison quand on est seul. Ah, ok, dans un atelier d'écriture, il n'y a jamais de page blanche. Jamais, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Jamais. T'as pas de personnes qui arrivent et puis qui sont... Ça fait plus de 20 ans que j'anime des ateliers d'écriture, c'est jamais arrivé, et je bosse avec des publics extrêmement différents. C'est le fait d'être ensemble, enfin, est-ce que c'est un groupe en général ou c'est une personne? Ouais, c'est un groupe. Ouais, c'est un groupe. Ouais, est-ce que c'est l'effet groupe qui fait que t'es jamais assez d'idées? Je sais pas, non, parce que... Non, je pense que c'est vraiment lié au fait que on vient pour ça déjà, en atelier d'écriture, donc on crée un espace propice à l'écriture ou à la création. On parle d'écriture ici, mais ici on crée un espace-temps propice parce qu'il est dédié à ça. On n'est pas à la maison en train de devoir aller chercher les enfants à l'école ou alors faire autre chose ou penser à ci ou à ça. On vient, on s'installe pendant 2 heures dans un temps qui est consacré à ça. Ensuite, la proposition, elle vient stimuler. Elle donne envie. Même quand... Alors, j'ai souvent des gens qui me disent c'est quand même fou parce qu'on écrit tout le temps. Même quand tu énonces le thème au départ et qu'on se dit oh là là, j'ai rien à dire moi là-dessus, et ben si finalement tu peux écrire. Après, c'est ta présence qui fait ça aussi. C'est le fait que t'es là en facilitatrice et du coup... Oui, bien sûr. Ah ben oui. Ici la présence elle est très très importante aussi dans l'accueil des textes et dans la posture. C'est-à-dire que tout est bienvenu en fait. Et ils arrivent avec quoi
En général, c'est des nouvelles, des poèmes, ils arrivent des fois avec rien ou Ah ben, ils arrivent toujours avec ils arrivent rien. toujours avec rien. Ah ouais. Ok. On écrit à partir de rien dans un atelier d'écriture. On écrit à Ok. partir de la proposition. Personne du arrive film. avec plutôt un texte Non, qu'ils ont alors envie ça- d'améliorer ou non? Alors ça, ce serait un autre type d'atelier C'est pas le même d'écriture, atelier, ouais, ouais. où on viendrait faire plutôt du chantier d'écriture Voilà, sur de la ouais, réécriture du Ok. travail. C'est quelque chose de différent. Il y a aussi un autre paramètre qui entre en compte, c'est la limite de temps. C'est-à-dire qu'on est limité dans le temps pour écrire. C'est combien de temps ton atelier en général? Bah, souvent c'est 2 heures un atelier Ok. d'écriture, et Ouais. puis comme en atelier d'écriture, on lit aussi les textes. Donc, on fait pas qu'écrire, on les lit à l'ensemble du groupe. Sur un atelier de 2 heures, en gros, on va écrire pendant 1 heure, une petite heure, sur 2 ou 3 temps d'écriture séparés. Donc, tu vois, si je te dis, ben, voilà, t'as 25 minutes, tu y vas, en fait. T'as pas le temps de te poser la question. Alors ce moment, il m'intéresse particulièrement, c'est le moment collectif. Tout le monde est OK pour partager, lire le texte et se mettre en danger face au groupe. Alors, je l'annonce au départ. Tu l'annonces au départ. Ouais. Okay. Parce que je sais ce que ça fait. Moi, j'ai participé à des ateliers d'écriture avant d'en animer. T'as été victime aussi. J'ai été victime de ça. Et la première fois, enfin, je savais pas, hein, moi, quand je suis allée en atelier d'écriture, quand j'ai su qu'on allait lire nos textes, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. C'était il y a longtemps. On t'avait pas prévenu. Toujours. On m'avait prévenu en début d'atelier. Mais quand j'ai appris ça, je pense que mon cœur est parti en orbite. Oh là là, au secours. Au secours. Je suis pas venu pour ça. Moi, j'ai un rapport compliqué à la diffusion de ce que moi-même j'écris. Et du coup, je l'annonce toujours, en début d'atelier, en racontant mon expérience, en racontant que pour moi, ça a été très impressionnant et que c'est pour ça que je l'annonce, que ça n'est pas obligatoire. Mais que ça devient, et ça je le sais parce qu'on me le dit, ça devient souvent presque le moment préféré des personnes qui participent à l'atelier. Et ouais. Bah voilà, tu dis oui, bah oui, parce qu'en fait, il se passe 2 choses à ce moment-là. Il se passe la découverte de tous les autres univers à partir d'une même proposition qui est celle que j'ai faite. Si on a 10 personnes autour de la table, on va avoir 10 textes complètement différents. Donc c'est hyper riche. Et aussi, c'est quand même chouette finalement d'avoir l'opportunité soi-même de pouvoir médiatiser quand même ce qu'on vient d'écrire dans un contexte sécurisant aussi. Accueillant. Et c'est eux qui lisent leurs propres textes. C'est eux qui lisent leurs propres textes. Tu fais pas lire aux autres, par exemple? Tu changes pas les textes en disant tiens. Si quelqu'un a du mal à lire son propre texte, il peut faire ça. Quelqu'un d'autre qui peut le lire. Ça arrive de temps en temps, mais très rarement, que quelqu'un me dise moi je peux pas lire. Alors soit parce que ça me touche trop ce que j'ai écrit et je peux pas le partager. Voilà, ou qu'on me dise non, je vais pas y arriver. C'est assez rare. Quand ça arrive, c'est respecté évidemment. Hein. Voilà, il y a pas d'obligation. Mais ça, généralement finalement, on a quand même envie de le faire, quoi. Ouais, on a envie de le faire, j'imagine. J'aurais bien aimé que tu donnes un exemple de... Alors, c'est quoi un thème? Parce que tu disais, faut pas que ce soit trop large. Pas trop précis non plus. Donc, t'amènes une contrainte artistique aussi du fait que t'amènes un thème circonscrit, on va dire. Quand tu parles de contrainte artistique, tu parles de forme d'écriture, par exemple? Ah oui, est-ce que t'imposes la forme aussi? Ou pas forcément? Non, t'imposes pas la forme. Non. Ceci dit, je fais quand même... Mes propositions amènent le plus souvent à écrire des histoires. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. De temps en temps, un peu de poésie. Jamais ou très rarement tu sais, tous ces exercices de style qu'on appelle un peu jeu d'écriture, où on va s'amuser plutôt avec les mots, plutôt qu'à chercher du sens. Ah oui. Il y a des ateliers d'écriture qui proposent beaucoup de choses comme ça. À la queneau, quoi. C'est ça. Moi, ça me parle pas. Non. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est amener les gens, en fait, à écrire des histoires, quoi. Alors, donne-moi un thème. Allez, je suis dans ton atelier d'écriture, je passe la porte, je m'assieds, un stylo, un papier. Je ne suis qu'un pauvre musicien.
Je voudrais écrire les paroles d'une chanson. Écrire les paroles d'une chanson. Non, je sais pas. Enfin, Ouais. parce que toi, tu proposes peut-être pas de Ouais. format chanson ou. Bah alors non, parce que je me sens pas légitime pour ça. C'est comme une poésie, hein. Ouais, c'est comme j'ai écrit aussi il y a quelques années 10 à 15 textes que j'appelle des chansons. Ah, bien. Ouais. Bah. Mais j'appelle ça des chansons juste parce que je me suis amusée à me dire ah bah tiens couplet, refrain, couplet, refrain. Ouais, voilà, tu vois, le truc un peu classique qui est pas forcément ça une chanson, mais non, ouais. Voilà. Et mais sans avoir aucune idée de est-ce que ça peut vraiment être mis en musique ce que j'ai écrit. Ouais. Ce qui me vient là, évidemment, c'est le thème que je vais proposer tout à l'heure en atelier d'écriture. On va spoiler On va spoiler. J'espère qu'ils vont pas tous regarder la vidéo. Elle va peut-être paraître après l'atelier. Oui, le premier jeudi du mois. Ouais, c'est ça. Donc, ce sera passé déjà. Cet atelier-là, je l'ai appelé l'effet papillon. Ok. Puis ensuite, moi, j'ai une dizaine de situations de départ. Et parmi ces situations de départ, je vais inviter les personnes à en choisir une. C'est genre une grenouille saute sur un nénuphar, quelqu'un éternue, un pot de fleurs tombe d'un balcon. Voilà. Donc tu vas choisir une de ces situations de départ que moi je te propose pour créer un effet papillon à partir de cet effet-là et raconter une histoire. Et après ça, j'ai fait une deuxième proposition où là, mais c'est drôle. Là, c'est un documentaire d'Arte que j'avais vu il y a quelques années qui parlait des points de divergence. L'idée que si Hitler avait été reçu aux Beaux-Arts, qu'est-ce qui se serait passé dans l'histoire? Savoir qu'Hitler s'est présenté aux Beaux-Arts, il a été recalé, mais s'il avait été reçu, qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire? Donc c'est ça les points de divergence. Ouais. Tu vois, c'est d'imaginer et si et finalement les Européens n'avaient pas conquis l'Amérique, parce que ce serait passé. Donc là, je propose aux personnes de revenir sur leur histoire, celles qui viennent d'écrire en fait, et de choisir un des moments de l'histoire en disant là, finalement, il s'est pas passé ça. Il s'est passé autre chose. Et du coup, je réécris l'histoire autrement. C'est super intéressant ça, parce que ça reste réaliste, comme tu disais tout à l'heure. Et tu pars sur une base effectivement que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde peut se situer par rapport à un événement précis aussi aussi emblématique que ce qui se passe avec Hitler ou. Ah ouais, c'est super ça te. Je te vois déjà en train d'écrire. Mais non, mais oui, parce que je vois très. Enfin, ce qui me plaît, c'est que du coup, t'arrives à ouvrir l'imaginaire, mais sur quelque chose d'assez solide qui permet à la personne qui va écrire de pas partir de rien. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus rassurant d'avancer avec un sujet comme ça qui est ancré dans le sol, en disant écoute, voilà, c'est un truc que tu connais, c'est une culture commune, voilà, on est à l'aise avec ça. Quand je te dis ces 4 mots, tu vois tout de suite où tu te situes, si tu te situes dans l'histoire, etc. Et il n'empêche qu'à partir de ce terreau-là, tu pousses à imaginer ce que tu veux. C'est ça. Donc ça laisse en même temps la liberté d'imagination et en même temps ça te sécurise dans un territoire que tu connais, quoi. C'est ça. C'est c'est super intéressant. Et ça te laisse vraiment la possibilité de convoquer ce qui fait. Enfin, moi je constate quand même qu'au niveau de l'écriture, chaque personne a un jardin un peu intérieur qui est présent un peu tout le temps en fond. Et par exemple, tu vas avoir certaines personnes qui vont écrire toujours à partir de leur propre expérience. Ça va être des choses plutôt réalistes. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont tout le temps être dans l'imaginaire. Tu vois. Et l'idée de la proposition d'écriture, c'est qu'elle permette d'aller soit vraiment dans l'imaginaire, soit dans l'expérience, que tout soit possible en fait, que tout le monde puisse écrire en fonction de qui il est. T'as accès finalement à l'observation des personnes qui sont en train de créer. Oui. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que t'en fais? Parce que j'imagine que c'est des périodes où toi t'es pas actif dans l'atelier, tu laisses du temps, donc voilà. Et qu'est-ce que t'en fais de cette observation et qu'est-ce que ça t'apprend sur la créative de voir les autres comme ça? C'est super intéressant que tu poses cette question-là
Presque, je suis étonnée que tu poses cette question-là sans avoir participé à un atelier d'écriture. Ah, mais j'aimerais bien. Mais ouais, pour pas venir. Oui. Parce qu'on m'a jamais posé cette question, en fait, ou très rarement. Enfin, et pour moi, ce temps-là, effectivement, où je suis dans l'observation, il est hyper riche. Alors, faut savoir que moi, dans ma posture d'animatrice, je n'écris pas en atelier d'écriture. Alors, je sais que c'est pas le cas de tous les animateurs, animatrices, voilà. Ah, il y a des animateurs qui écrivent Oui, pendant l'atelier. oui. Moi, j'ai participé à un atelier d'écriture où l'animateur écrivait pendant l'atelier. Bizarre. Oui, c'est voilà. Enfin bon, oui, enfin voilà. Pendant le temps d'écriture, on pourrait croire comme ça que j'ai rien à faire. Parce que généralement, ça c'est assez chouette aussi. Généralement, tu fais la proposition d'écriture, t'as à peine le temps de terminer que ça y est, les gens ils se mettent à écrire, ils t'ont oublié quoi. Ok. Donc toi t'es plus là, ils partent dans leur univers. Bon, à quelques exceptions près, évidemment, de temps en temps on est là, oh là là, qu'est-ce que je vais écrire, ça peut prendre 2-3 minutes avant de démarrer, mais quand même souvent je vois moi les gens démarrer direct. Okay, ils sont partis dans leur univers. Moi, je suis là pour garantir que tout se passe bien pendant qu'ils sont pas là, eux, en fait. Pendant qu'ils sont en voyage dans leur propre univers. Je suis là aussi pour répondre à leurs questions, parce que ça arrive qu'il y ait des questions. Bon, alors après, pour moi, la créativité, c'est une forme d'énergie et d'impulsion. Et du coup, ça pourrait peut-être expliquer ce truc-là qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, pendant que les gens écrivent. Et moi, c'est souvent des moments aussi qui vont m'inspirer des idées, en fait. Et ça fait vraiment partie de mon processus, en fait, et je pense que ça fait aussi partie de ce qui fait que mes propositions d'écriture, elles parlent aux gens, en fait. C'est qu'elles sont en partie inspirées par ce que je vis avec eux pendant l'atelier. C'est un peu bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre. En fait, ça veut dire que t'es nourri pour ta propre écriture après ou t'es nourri pour les prochains ateliers? Pour les prochains ateliers. Les prochains ateliers. Ouais. Ça reste quelque chose qui est... Enfin, on en vient au fur et à mesure parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi de toi et des effets que ça a sur toi en termes de ce que tu crées après. Est-ce que tu fais un parallèle entre ta posture à toi face à ta table d'écriture chez toi quand tu écris pour toi? Est-ce que tu peux observer chez les personnes de l'atelier? Est-ce que pour toi c'est un peu la même chose? Est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce que tu dis ah ben non moi quand j'écris c'est pas du tout la même attitude ou posture ou je m'y retrouve pas? Alors si, je pense que je m'y retrouve dans le sens où quand je te disais tout à l'heure, ouais, les personnes en atelier, une fois qu'elles démarrent, c'est parti, quoi. Et on est ailleurs. Moi, quand j'écris, c'est comme ça aussi. Quand t'écris, ça m'intéresse de savoir quand t'écris, t'as jamais de page blanche. Quand j'écris, non. Quand j'écris pas, oui. Quand t'écris pas, oui, d'accord, oui, c'est normal. Alors oui, c'est bien ma question. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que qu'il y a des gens qui se donnent des habitudes pour quoi qu'il arrive créer sans arrêt. Ouais. Et après ils vont trier selon la qualité de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Mais ils s'astreignent à des périodes de création. Ou bien alors toi, tant que t'as rien à dire, t'écris pas. Et quand t'écris, ça veut dire que de toute façon t'avais quelque chose, t'as une nécessité intérieure, comme on dit souvent. Et que tu dois la sortir, donc de toute façon t'as pas de page blanche, parce que quand tu t'y mets, c'est que t'as quelque chose à dire. Ouais, c'est plus ça, je crois, pour moi. Ouais, c'est plus ça pour moi. Après, quand je t'entends là dans ta question, je me dis que j'ai cette pratique quotidienne de création, je l'ai par la création des ateliers que j'anime. Ouais. On va aller plus tôt que les cafetières là. On est dans des conditions très difficiles. Tu vas pouvoir couper ça. Oui. Des fois, je garde. Des fois, tu gardes. Ok, on peut garder. Bien garder. On peut garder. C'est vivant. On est chez les vivants. Oui, c'est ça. Puis qu'on parle du vivant, très bien. Voilà. Où en étions-nous? Oui. Est-ce que tu as une commande aussi? Est-ce que dans le cadre, j'imagine que t'es pas toute seule dans ce projet, donc on va te demander d'écrire sur quoi?
Alors en fait, la commande que j'ai eue, elle était très large, c'est-à-dire c'était est-ce que tu veux bien t'occuper de ça? C'est cool ça comme Voilà. commande. Donc t'occuper de ça, ça veut dire qu'en fait, je suis devenue la conceptrice et la rédactrice principale en fait de la revue. Il y a vraiment un apport scientifique, mais simple, hein. Voilà, il faut que ce soit à la portée de tout le monde. Et puis moi, je suis pas botaniste, hein, même si j'ai appris, j'ai suivi des cours de botanique, j'ai pas du tout la prétention voilà, de maîtriser suffisamment. Mais j'écris de façon littéraire quand même. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher en fait de d'y mettre quelque chose de ma façon d'écrire, tu vois. C'est pas juste quelque chose de technique, C'est pas un peu froid, journalistique, c'est un pas peu voilà, c'est technique, pas pas que document. ça, Ouais. c'est pas que ça. C'est vraiment un mélange des deux et j'adore en fait. Ça, Oui, c'est donc c'est une une découverte. troisième voie encore. Enfin, c'est en tout cas une voie, Ouais, c'est bien troisième voie ça. une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpern, Voilà. une philosophe française, je te donnerai Ouais. qui a fait toute un travail là-dessus sur Mhm. l'hybridation et le mélange de plusieurs formes, plusieurs talents, plusieurs compétences que peuvent avoir les gens, mais dans des domaines complètement différents. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé. Mais quand tu parles de ça, ça veut dire que on propose d'autres objets maintenant et des objets qui sont vraiment hybrides et ça en est un. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu parles de ça, tu parles d'une écriture qui soit informative quand même, Ouais. toi qui te permet de découvrir des choses sur les plantes que tu connaissais pas en tant que lecteur, mais quelque chose de littéraire. Donc tu t'y retrouves dans la forme et ça doit être agréable à lire dans le sens où ça doit t'apporter aussi ça. Donc tu es sur une forme hybride. Et en fait, ce qu'elle défend, elle, c'est que les gens hybrides sont les personnes qui pourront peut-être trouver des solutions à l'évolution du monde qui est quand même compliquée. Et on va vers des choses qui sont de plus en plus complexes. Et cette complexité, on pourra la résoudre avec ce type d'objet que tu défends et ce type de personnes qui pourront toucher plusieurs champs à la fois. Et comment on peut, ouais, par le biais de la créativité, remettre du sens et peut-être proposer de nouvelles pistes pour nos vies, pour le monde dans lequel on vit, ouais. Bon, c'est un peu ambitieux peut-être comme projet, mais je crois que, ouais, effectivement, le côté comme ça, hybride, fait partie de ça, ouais. Baptiste Morisot, un autre philosophe, appelle ça le temps du mythe. En disant qu'on est revenu au temps du mythe et que le temps du mythe, pour les populations aborigènes notamment, c'est vraiment ce temps-là où ouais, il y a des chimères qui se créent en fait. Donc il y a des mélanges qui se font et les frontières sont plus tout à fait les mêmes et on sait plus trop. Voilà. On le voit sur la question du genre, on le voit sur... Enfin, il y a plein de sujets sociétaux qui sont comme ça, hybridés maintenant. Et ce qui déstabilise beaucoup de gens d'ailleurs, hein, ce qu'on comprend, hein, parce on approche quand même en général la connaissance en catégorisant. C'est-à-dire que tu apprends en distinguant les choses, à faire des catégories, ça fait partie de ton apprentissage du monde en disant voilà si j'essaie de comprendre le monde il faut bien que j'ai des cases sinon je n'apprends rien quoi. Mais après une fois que tu as vu le monde comme ça le fait de te dire que c'est pas si cloisonné que ça c'est encore une démarche qui te fait avancer quand même et je pense que le monde en ce moment nous pousse de par sa nature à décloisonner les choses parce que sinon on le comprend plus ou c'est Edgar Morin qui dit ça hein, qui travaille beaucoup là-dessus sur le fait que pour la connaissance il faut catégoriser il faut cloisonner mais il y a des phénomènes les mouches par exemple ouais c'est ça d'où elles viennent ces mouches pas avant d'où elles sortent. Si tu veux connaître une mouche précisément. Non mais voilà. Tu dois d'abord la catégoriser et ensuite. Tu comprends pas ce que c'est qu'une mouche. Oui c'est ça. Et du coup voilà, il explique que si tu veux vraiment comprendre un phénomène, il faut plusieurs disciplines pour l'approcher, il faut le point de vue de plusieurs regards. Donc c'est pour ça que la créativité elle se nourrit, comme tu dis, de cette hybridation quoi.
pour moi, il y a un échange entre les deux. C'est pas simplement que la créativité se nourrit de l'air du temps, c'est que l'air du temps aussi stimule la créativité. Alors là, t'es exactement pile poil dans un autre livre. Ah. Non, mais alors Est-ce que je l'ai lu celui-là? C'est Charles Pépin. Non, je l'ai pas lu non plus. Quand la beauté sauve le monde. Oh, c'est beau. Mais oui, Ouais. faut prêter. Ah bah oui. La puissance que ça donne aussi, le fait de créer. Comme quelque chose d'un peu électrique, qui fait que, Oui, tu c'est sais, ça, ça fait et- des étincelles. Et, en tout cas, moi, je trouve ça fou et complètement stimulant, en fait. Parce que quand tu pars dans la création, quand t'es parti dans ton truc, il y a quand même quelque chose de fort, quoi, qui se joue. Oui, t'es ailleurs. T'es ailleurs, quoi. Ouais. Et sur un atelier d'écriture, on le voit bien, à la fin de l'atelier, il faut toujours un petit, tu sais, il y a un petit temps comme ça où tu reviens, quoi. Vraiment, je fasse ça. Des fois, il est plus ou moins long, hein. Il y a vraiment certains ateliers où tu sens que les gens ils sont partis vraiment loin, quoi. Et donc, faut atterrir après. Ouais. Revenir dans la réalité avec ce qui a été vécu, partagé, parce que c'est pas que vécu à l'intérieur de soi, c'est aussi partagé. Donc ça apporte quelque chose de plus. Hein. Donc, ça pose la question aussi de la création. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que ça, c'est une question, moi, que je me suis toujours un peu posée. Étant quelqu'un qui n'a jamais eu, jusqu'à présent, l'envie de partager ma propre créativité, mes propres écrits, à part de façon un petit peu marginale, cette question-là de qu'est-ce qu'on en fait après de la création? Elle est importante aussi, je trouve. J'ai lu un bouquin d'Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction américaine. J'ai jamais lu ses romans, mais elle a écrit sur l'écriture. Et c'est intéressant aussi ce qu'elle en dit, et dans la médiatisation justement de l'écriture. Elle dit que les histoires, elles sont là, et que elles viennent quand elles doivent arriver, les histoires, et qu'elles s'écrivent au moment où elles doivent s'écrire. Moi, je dis ça souvent aux gens en atelier. Vous allez écrire ce que vous avez à écrire, laissez faire l'écriture, elle va vous emmener. Ouais. Et par contre, elle ajoute aussi que l'histoire, tu vas vraiment la faire vivre à partir du moment où tu vas l'offrir, en fait. Tu vas la partager. Et que tant qu'elle reste dans un tiroir, elle est là, mais elle est dans ton tiroir, en fait. Elle ne vit pas. Elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment. Ça m'a un peu fait réfléchir à toutes mes histoires, toutes les histoires qui sont dans les tiroirs. Ouais. Ben, c'est le moment de les sortir. C'est peut-être le moment de les sortir, ouais. C'est peut-être le moment. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Ouais, ça peut être une bonne conclusion. Je vais créer un blog, là, je suis sur ce projet de création de blog. Eh ben, écoute, je reviendrai t'interviewer après. Écriture et plantes. Ouais. Ouais. Avec plaisir. Merci. Merci Lionel, c'était un plaisir cet échange. Ouais. Ces échanges. Ouais, chouette. J'aimerais bien faire un atelier. Ouais. Quand tu veux, tu seras le bienvenu. Merci Lionel, c'était vraiment super. À bientôt. À bientôt. On dit au revoir à tous. Ciao.